Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. C'était un lundi très calme. Il était 10 heures. Les bandes à pied qui défilaient tous les dimanches en prélude au carnaval avaient foulé le bitume jusqu'à tard dans la nuit. Rose, de sa chambre, avait écouté leurs refrains, leurs excès, leurs instruments à vent qu'ils maniaient si bien. Rose le vit s'approcher de la barrière. Il ne frappa pas tout de suite, semblant réfléchir à ce qu'il devait faire. La jeune femme, du premier étage, le regardait, intriguée. Sa combinaison était nettement trop grande. Il était maigre, apparemment timide. Il semblait lire un morceau de papier qu'il tenait de la main gauche, ce qui lui faisait un visage concentré, accentuant encore plus sa jeunesse. Rose était étonnée de le voir de si près. C'était un des mécaniciens du garage qu'elle regardait à longueur de journée depuis sa fenêtre, protégée par le mince rideau, alors qu'eux ne la voyaient pas. Au bout d'un long moment, il se résigna à frapper, discrètement, comme s'il avait peur de déranger, ou même de réveiller quelqu'un dans cette maison silencieuse, penché comme un vieillard malade. Personne ne vint ouvrir. Martha était partie au marché. Lila n'avait même pas dormi à la maison. Madeleine ne sortait pas de sa chambre. Peu importait le vacarme dehors, peu importait que le monde s'écroule. Le jeune homme se mit à tambouriner si fort à la barrière que Rose prit la décision de descendre lui parler. Pour la première fois de sa vie, sinon elle ne s'en souvenait pas, elle s'inquiéta de son apparence et passa la main dans ses cheveux fins tirés en arrière, enleva le châle en tricot gris qui lui protégeait les épaules, quelle que soit la température qu'il faisait, parce qu'elle avait toujours froid, ainsi que ses lunettes. Il continuait à taper très fort sur la tôle, faisant preuve d'une impatience qui commençait à mettre Rose hors d'elle. Elle voulut lui demander à travers la barrière de patienter, mais sa voix ne sortit pas. Le jeune homme dut entendre que quelqu'un essayait d'ouvrir, car il arrêta de taper. Elle avait du mal à tirer le crochet, n'ayant jamais eu trop de force dans les poignets. Il finit par céder. Rose et le mécanicien se retrouvèrent face à face. Le bout du monde est une fenêtre. Ce titre de roman est Emily Prophète où il n'est pas. Bonjour D'Angelo. Emily, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau Délivrez-vous à Radio-Télévision Caraïbe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était normal que je dise oui. Déjà, j'ai beaucoup d'affection pour beaucoup de raisons pour Radio et Télévision Caraïbe. Et une émission littéraire, c'est magique et il n'y en a pas suffisamment. Donc, je suis très, très honorée d'être reçue ce matin ici. Emily Prophète, Le bout du monde est une fenêtre, c'est ton tout dernier roman? Le tout dernier, qui est hélas déjà assez vieux, il date d'1 an. Donc pour moi, c'est très loin dans le temps. Et comme j'avance sur un autre texte, on va dire que je l'ai plus ou moins oublié. Et voilà, et c'est pour ça que je suis contente aussi d'être là ce matin. Ça me ramène à un livre qui a occupé beaucoup de temps dans ma vie il y a 2-3 ans. Ce roman, Emily, qui est très bien écrit, part de Suzanne. Suzanne, petite ville côtière d'Haïti, que les habitants sont forcés de quitter parce que la misère est là, la misère est rude, la misère bouscule les êtres. Et Samuel, enfant, est contraint de laisser ce village et il se retrouve, bon gré mal gré, à Port-au-Prince. Et c'est la trajectoire de Samuel que nous suivons pendant tout ce roman. Et dans ce roman, Emily, on voit cette obligation de laisser le village. On voit que la misère pousse les gens à laisser, mais sur le principe, on aurait dit que les gens ne souhaitent pas laisser leur village.
Mais personne ne souhaite laisser sa terre natale, parce que la terre natale vous habite autant que vous l'habitez. Donc moi je consigne des choses que j'ai pu voir, que j'ai pu sentir, et comme j'aime à le dire, la littérature c'est un métier des 5 sens. Et là on suit Samuel et il y a Suzanne. Et vous avez parlé de Suzanne tout à l'heure, mais Suzanne, et là personne ne m'en a fait la remarque, c'est bizarre. Suzanne est déjà dans le Testament des Solitudes, qui est mon premier texte. On retrouve Suzanne, et Suzanne, c'est un lieu d'où je pars à chaque fois. Et Suzanne, et c'est vrai, Samuel, il habitait à Suzanne, ce petit village, et il y a tellement de Suzanne en Haïti, on trouve partout des Suzannes. Et Samuel, il laisse son village, mais ce n'est pas le point du récit et le déplacement de Samuel d'une ville, d'un village à un village, à un autre village et enfin jusqu'à la grande ville. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire du pays et des choses qu'on voit qu'on pourrait voir, qui pourraient exister, et aussi l'impossibilité pour deux personnes qui habitent un même pays, qui ont la même citoyenneté, de pouvoir se parler. Il y a des barrières sociales, il y a toutes sortes de barrières, il y a beaucoup de préjugés, l'impossibilité à grande échelle de se parler dans notre pays. Parce qu'il y a une impossibilité de communiquer en Haïti. Et qui est due à quoi? Qui est dû à beaucoup de choses, qui est dû à énormément de malentendus. Et aussi parce que, de plus en plus, on a l'impression que tout le monde se déteste dans notre pays. Qu'il y a une grande détestation mutuelle, et on peut voir ça à travers la politique, à travers des faits sociaux qui sont souvent banals, mais qui sont emblématiques de ce qui se passe ici, en Haïti, et cela depuis tout le temps. Une impossibilité de se parler, et les choses s'aggravent. Et plus les gens ont la possibilité de s'exprimer, et plus on voit l'ampleur du désastre. Parce que là, sur les réseaux sociaux, des fois, il y a de tels déferlements de haine, de tels lynchages, qu'on se dit, et ça s'empire, ou bien cette possibilité de voir les gens écrire, de les voir s'exprimer, de les voir poster des vidéos, nous donne l'occasion de réaliser combien la chose est extrêmement grave. Donc, c'est ça un petit peu, Samuel et Rose, une impossibilité de se parler, et l'amour derrière tout ça, l'amour qui se bat pour triompher, et puis voilà, je ne dirai pas le reste. Ah non, mais il faudrait lire le roman pour connaître le reste. Mais avant d'entrer au cœur du roman, tu as dit il y a quelques secondes que la littérature, c'est un métier des 5 sens. Tout à fait. En même temps, tu as mis en avant le fait qu'en Haïti, on n'arrive pas trop à être dans des rapports de communication. Est-ce que la littérature, à ton avis, peut aménager des espaces de communication? On donne trop de responsabilités à la littérature, souvent dans notre pays, et on sait tous pourquoi. Et l'actualité récente et même non récente prouve combien il y a un attachement à la création littéraire, à la création artistique tout court. Mais la littérature ne peut pas résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre société. Mais c'est un lieu de parole absolument essentiel, et quand on lit les écrivains haïtiens, on comprend beaucoup plus ce qui se passe dans ce pays, et on peut comprendre aussi les origines du mal. On peut toucher au mal et voir ce qui a occasionné tout ça, ce qui occasionne tout ça, et aussi changer de désir quelque part, et vouloir une forme de réconciliation, pas une réconciliation bête, parce que je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de fraterniser avec certaines personnes, et il faut l'assumer aussi, il faut dire pourquoi, et même là aussi ça résout un certain nombre de problèmes. Je ne veux pas vous parler, voilà pourquoi, et j'assume, et je veux avancer comme ça, et aussi essayer de trouver cet espace de citoyenneté où tout le monde peut, sans être d'accord, habiter le même lieu, habiter le même pays, et vouloir changer ce pays-là. Parce qu'il est vrai que Samuel, qui est le personnage principal de ce roman, est dans un monde, est en Haïti, avec une femme qu'il aime, qui s'appelle Rose. Mais ils sont en Haïti, mais ils ne sont pas dans la même Haïti. Ils ne sont pas dans la même Haïti parce que nous avons un pays à plusieurs vitesses. C'est un pays, c'est une république avec plusieurs écoles. Et là, c'est dramatique. Et
Et c'est justement le cas de Samuel et de Rose. Ce sont deux Haïtiens, mais avec des complexions différentes, de couleurs de peau différentes. Et Haïti aussi, c'est parce qu'il faut tout toucher du doigt. Ouais. Et c'est là le privilège des romanciers de pouvoir parler de tout. Et on se rend compte que Haïti reste l'un des rares pays au monde où la couleur de peau, le métissage est élevé au rang presque de race. Ouais. Puisque nous avons des gens qui ne se parlent pas, nous avons une société où les gens ne se mélangent pas. Oui. Il y a une forme d'apartheid qui est acceptée dans une république. Et cela, est absolument détestable et insupportable. Et justement, dans ce roman, les parents de Rose a une sœur jumelle qui s'appelle Lila. Les parents de Rose vont décéder parce que, les parents de Madeleine, qui est donc la mère de Rose et de Lila, vont décéder parce que Madeleine leur présente un homme noir et dit qu'elle est enceinte et qu'elle va se marier. Quelques semaines après, il décède. Parce que eux, mulâtres, voici qu'il y a un noir qui arrive à la maison. Est-ce que tu penses que dans l'Haïti d'aujourd'hui, en 2016, ce fait est possible? Absolument oui. Sans hésitation, je pense que ce fait est possible parce que c'est quand même bizarre. On peut s'interroger sur le non-mélange des gens en Haïti. Alors que là, nous sommes dans un monde absolument ouvert, absolument métissé, où les questions de couleur de peau sont interdites. Par exemple, oui. Dans un pays comme la France, puisque je lis beaucoup de journaux français, c'est interdit de parler de la couleur de peau des gens. On ne peut pas dire de quelqu'un, et voilà, en public tout au moins. À la radio ou à la télévision, vous êtes de telle complexion, elle de telle complexion, est de telle complexion, mais en Haïti, si les gens ne se mélangent pas et on n'en parle pas, mais la chose existe en Haïti. Sauf que moi je pense que c'est un débat qu'il faut absolument ouvrir et non pas pour antagoniser les gens, mais pour se poser les bonnes questions et se dire mais pourquoi Haïti, qui est la première république noire indépendante du monde, en est là aujourd'hui ? Pourquoi on en est là et quel est le meilleur moyen de résoudre le problème? Parce que c'est un problème qu'il faut résoudre. Il faut que tout le monde, il faut qu'on se sente pareil dans la République. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut uniformiser le pays, mais il faut qu'on se sente pareil, quelle que soit sa couleur de peau. Ouais. Et il faut que tout le monde se sente pareil et égal. Donc absolument. Voilà, c'est ça, c'est la question qu'il faut poser, c'est le problème qu'il faut résoudre. C'est aussi, en gros, c'est le propos de ce roman, Le bout du monde est une fenêtre. C'est dire, il faut aménager en Haïti une véritable sphère commune de citoyenneté, voilà, en dehors de l'épiderme. Voilà, il faut une sphère commune de citoyenneté, il faut beaucoup plus d'égalité de chances, au niveau économique particulièrement. Il faut considérer l'haïtien comme un haïtien, ce que je dis, et je fais peut-être une redondance, il faut considérer l'haïtien comme haïtien, quelle que soit sa couleur de peau, avec la même égalité de chances. Il faut que les écoles deviennent pareilles, il faut décomplexer les gens, décomplexer les gens les uns vis-à-vis des autres. C'est ça le propos, un peu quand même. Il y a un personnage Emily dans ce roman, Madeleine, donc la mère de Rose et de Lila, qui sont des sœurs jumelles, qui devient folle, qui est perdue dans des conversations avec elle-même et qui a un amant mythique. Pourquoi est-elle devenue folle, cette belle mulâtresse de Turgot ? Elle a tout pour être heureuse et comblée dans la vie. Elle a tout pour être heureuse et comblée, mais elle est folle, on peut dire ça comme ça. Mais est-ce que la folie en soi est une mauvaise chose si on considère que la folie, c'est une sorte d'aménagement d'un espace, c'est se créer un monde quelquefois dont on rêve, se mettre vraiment, décider un jour qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. Donc c'est ça un peu la folie et la folie n'est pas une chose négative. La folie n'est pas une chose négative en soi, c'est vrai que la folie n'est pas une chose négative en soi. Donc c'est vrai qu'elle marginalise parce que vous dépassez les limites fixées souvent par la famille, la société. Vous vous mettez carrément dans la peau du personnage que vous souhaitez être et à ce moment-là vous êtes catégorié comme fou ou folle. Mais la folie de Madeleine est une belle folie. C'est la folie en fait, c'est une femme qui voulait être aimée et qui n'a jamais été aimée. Donc, elle se crée un univers où elle est aimée.
mais c'est un univers qui est dérangeant pour les autres. Parce que ça ne rentre pas dans les normes, dans la façon générale de faire. Et parce qu'elle n'est pas dans une vérité qui peut être comprise par les autres. Ouais. C'est surtout ça. Cette vérité-là n'est pas la vérité des autres parce qu'elle n'est pas concrète. Les autres, c'est son imagination qui a pris le pas sur la réalité. Et ça, on est dans la folie. Mais vu de près, la folie pour la personne qui est folle... C'est pas de la folie. C'est pas de la folie. Donc, tu soutiendrais tout carrément que la folie, au fait, c'est le fait de s'aménager dans le monde, un petit monde à soi. Un petit monde à soi, et peut-être que nous avons chacun et chacune notre petite folie, mais sauf qu'il y a des gens qui peuvent garder cette folie dans la confidentialité, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, et malheureusement pour ces gens-là, mais je plains les gens qui ne sont pas fous. Je plains les gens qui ne sont pas fous. Ça me fait penser à un vers. Il y a tellement de folie. Il y a tant de fous et si peu de folie. L'excellent Marc-Xavier. Et le prophète, Samuel devient portefaix. Samuel mène une vie difficile. Oui, garçon à tout faire, enfant des rues, quoi. Mais Samuel sera quand même reçu par un monsieur au bon cœur. Y a-t-il toujours dans l'Haïti d'aujourd'hui ces messieurs au bon cœur qui peuvent recevoir les enfants perdus? Tout à fait. C'est souvent des gens pauvres, malheureusement, qui ne peuvent pas mener très large. Ils ne peuvent pas s'occuper de 4, 3, 2 enfants. Mais il y a toujours des gens qui sont prêts à recueillir des gens qui sont pauvres, des parents pauvres et tout. Et dans une société où il n'y a pas d'assurance, où il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, s'il n'y avait pas cette solidarité, je pense que nous serions un peu plus mal que nous le sommes aujourd'hui. Sûr, il y a des gens comme ça qui recueillent de la famille, des gens qu'ils ne connaissent pas, mais il y a malheureusement aussi le cas des gens qui recueillent des enfants et qui font de ces enfants des esclaves. Donc il y a beaucoup de choses à déplorer, et hélas, mais pour revenir au point qui nous intéresse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Marcel, de gens qui recueillent de la famille ou bien des enfants et qui traitent bien aussi ces enfants, ou des gens tout simplement qui manifestent de la solidarité envers les voisins. Et moi, quand j'étais petite, et j'en parle dans le Testament des solitudes, dans mon quartier, il y avait toujours des motocyclettes qui arrivaient. Et c'était des gens qui étaient partis soit en avion ou tout simplement qui avaient pris le bateau, ce qu'on appelait les camters à l'époque. Et quand ils faisaient des transferts, quand ils effectuaient des transferts pour la famille, ils envoyaient $10 pour voisiner un tel, $5 pour voisin un tel. Voilà, de convivialité et de grande solidarité. Absolument. Parce qu'ils savent que ce sont des gens qui sont dans le besoin. Donc voilà, et pendant longtemps, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, pendant très longtemps, et jusque dans les années 2005-2006, on disait volontiers que que les transferts effectués par la diaspora haïtienne dépassaient de loin l'aide internationale. Presque 2 milliards de dollars américains. Voilà, dépassaient de loin l'aide internationale à Haïti. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Nous recevons Émilie Prophète autour de son dernier roman, Le bout du monde est une fenêtre. Restez assis là où vous êtes et donnez-nous 2 minutes de pause. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le bout du monde est une fenêtre. Le monde n'a pas de bout. Émilie, pour nos amis téléspectatrices et téléspectateurs, voudrais-tu bien lire un extrait de ce roman? Mais volontiers. Alors, j'ouvre au hasard. Je prends n'importe quel extrait, juste pour le plaisir de la lecture. Alors,
Samuel avait appris à connaître le bas de la ville et cette multitude de corridors dissimulés par les devantures. L'enfant rachitique devenait un adolescent longiligne qui avait remplacé les galons qu'il allait remplir d'eau, très loin quelquefois, par un seau pour en rapporter plus. Samuel ne portait plus de pantalons courts. Il réussissait les mixtures sans l'aide de Marcel et se chargeait de toutes les courses, même d'aller chercher les herbes pour fabriquer le trempé. Il avait même pris l'initiative de conduire un matin Marcel à l'hôpital public, non loin de chez eux, parce qu'il n'allait pas bien. Il l'avait persuadé de ne pas sortir travailler comme à son habitude. Il était allé à sa place. Marcel était trop faible pour protester. Samuel reproduisait exactement les gestes du vieil homme. Il avait pris les bouteilles, les sacs en plastique noir, avait marché d'un pas déterminé jusqu'à l'endroit où, depuis des années, Marcel tenait son négoce. Il avait vendu le trempé dans les verres en plastique jetables à bon marché et de si mauvaise qualité que si on pressait même légèrement dessus, il se fendillait et tout le liquide se retrouvait par terre. Merci beaucoup, Emily. Mais il y a un moment dans ce roman où tu dis le corridor où habitait Marcel est un champ de bruit. Je me suis arrêté sur la phrase. Je me suis dit, oh, mais quelle poésie! Je voudrais bien savoir, quand tu écris du roman, quelle place tient la poésie dans ta dynamique de création? J'imagine la plus grande place, c'est parce qu'avant d'avoir été romancière, j'ai été poète et je le suis encore. Et voilà, ça arrive qu'on retrouve un peu de poésie, un peu beaucoup, et particulièrement dans le Testament des solitudes où la poésie le dispute sérieusement au roman. Emily, tu as un vers qui a marqué tout Haïti. Depuis tes yeux, le vide est à réinventer. Est-ce que tu as des souvenirs de toi écrivant cette phrase? Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est dans des marges à remplir, qui est le premier livre de poèmes que j'ai publié aux éditions Mémoire à l'époque, qui n'existe plus. Je me souviens très très bien où, quand et pourquoi j'avais écrit cette phrase. Mais ne me demande pas de lui. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Non, surtout pas. Il ne faut pas me demander à quelle occasion j'avais écrit ce vers. Mais tu pensais au moins à quelqu'un. À quelle occasion il m'est venu. Parce que là, dans ces cas-là, on n'écrit pas, la chose vient et c'est une sorte de bénédiction parce que il y a des moments de grâce dans l'écriture. C'est ce que j'allais te dire. Étais-tu à ce moment-là dans un moment de grâce amoureuse? Ah ouais, tout à fait. Tout à fait, oui. Est-ce que cette personne-là est toujours dans ta vie? Non, pas du tout. Ah. Comment peut-on laisser une personne qu'on aime, Emily? Comment peut-on laisser partir l'amour? Mais parce que ça arrive qu'on désaime quelqu'un. Donc ça arrive à tout le monde et un matin, on se lève et puis on réalise qu'on a désaimé la personne. Donc voilà. Et dans Le bout du monde est une fenêtre, nous sommes dans une relation d'amour impossible, une relation d'amour par la fenêtre. Est-ce que dans ta carrière, est-ce que dans ta vie, je voulais dire précisément, tu as connu des relations d'amour impossibles, des relations d'amour à distance? Non, non. Impossible, oui, mais à distance, mais je me suis rapprochée. Voilà, il y a eu de la distance certaines fois, mais le tout, c'est de se rapprocher. Et c'est là ce qui est dramatique entre Rose et Samuel, c'est qu'ils n'arrivent pas à se rapprocher. Ouais. On voit quand même dans ce roman, Emily, que tu maîtrises bien les cités ici, les milieux défavorisés, que tu maîtrises bien, que tu sais ce qui se passe. Tu peux même parler du commerce de Marcel qui vend du trempé, du clairin. Est-ce que pour écrire ce roman, tu as fait comme Victor Hugo, tu es parti sur les lieux, tu as pris des notes, tu as regardé les gens? Comment tu as fait pour rendre ce roman? Non, pas du tout. Je connais parce que j'habite ce pays depuis toujours, avec des absences courtes ou plus ou moins courtes. Mais je suis d'ici, donc je connais, je regarde et j'absorbe aussi. J'absorbe et là, quand on regarde les choses et on est imprégné par les vies, les choses, les mots, les odeurs et finalement on finit par
par être ces gens-là, par être ces lieux-là et les connaître dans leur intimité, donc avec tout à fait la compétence pour les écrire et pour avoir le regard du dedans. Ouais. Et comme tu sais, les romanciers, les écrivains en général sont des prédateurs généreux. Ils prennent et ensuite ils restituent avec avantage. Emily, à ton avis, quelle idée d'Haïti vit dans ce roman, Le bout du monde est une fenêtre? Quelle Haïti tu as donné à voir? Une Haïti qui existe déjà, et avec Marcel, cette générosité, mais aussi le chauffeur de camion. Ah oui. Donc une Haïti décomplexée, où les gens vivent leur vie, où les gens ont de l'espoir, où une Haïti où on peut aimer, même dans la distance. Une Haïti où on vit dans le sens très simple du mot, on vit, on aime, on a envie d'être aimé. Et voilà, donc, mais ce n'est pas une Haïti misérabiliste, parce que ce n'est pas l'Haïti qu'on a envie de vendre pour avoir un peu plus d'aide internationale ou tout simplement pour montrer combien nous sommes moches. Non, c'est une Haïti simple, l'Haïti dans laquelle je suis encore aujourd'hui, l'Haïti dans laquelle j'ai décidé de rester parce que je suis d'ici et il est impossible que je germe ailleurs. Joliment dit, Emily. Et tu as un autre personnage dans ce roman qui est fou, mais pas comme Madeleine, mais qui est fou, vraiment fou, on va appeler ça comme ça, qui fréquente de temps en temps Marcel, etc. Et tu as dit à un petit moment que la folie, ça te manque, on devait, à ton avis, avoir beaucoup plus de folie. Quelle est de ce fait ta définition de la raison? Et quel personnage dans ce roman qui, à ton avis, incarne ta définition de la raison? La définition de aucun. Okay. Aucun. Il n'y a pas. En fait, ce n'est pas une question posée et ce n'est pas un sujet abordé. La question de la raison, oui. Ce sont des gens qui vivent et je pense que dans notre quotidien, dans notre ordinaire, on ne cherche pas à se présenter forcément comme des raisonnables. Et je pense que vous faisiez, Angelo, allusion à Baka. Ouais. Mais il n'est pas fou du tout, c'est un marginal, c'est quelqu'un qui vit un peu en dehors de la société, en dehors des règles, mais c'est un homme très très bien, c'est un insoumis, ce n'est pas un fou. Et c'est bien d'être un insoumis, surtout dans notre société où souvent on demande que les choses soient plus ou moins lisses, mais Baka c'est un insoumis, donc c'est un personnage extrêmement intéressant, je dirais même que c'est un modèle. Ouais, si on est insoumis, Emily, on est automatiquement marginalisé et on en souffre. Il n'en souffre pas du tout et se soumettre l'aurait tué peut-être. Les insoumis, quand ils se soumettent, ils meurent, même si ce n'est pas de la mort absolue, mais d'une mort. Mais lui, c'est un insoumis et il est très très bien comme il est. Il est très bien comme il est et il incarne un petit peu une forme de révolte. Il est ce qu'il est et voilà, il n'entre pas dans les cadres et il est absolument admirable. Lila, la sœur de Rose, elle est aussi une insoumise, mulâtresse aussi, mais elle n'est pas dans le même régime de vie que sa sœur. Elle est dans la liberté totale, elle est dans l'excès. Elle est dans la liberté, elle est dans une certaine vulgarité aussi, et que cela ne s'entend pas négativement. Elle est dans une certaine vulgarité, dans un besoin de paraître, dans un besoin d'être aussi. Et en fait, ce sont des différents éléments qui composent un tissu social et on rencontre des personnes différentes. Mais tous et toutes, ce sont des gens qui s'assument comme ils sont. C'est-à-dire un peu perdu dans l'existence, un peu paumé ou... Un peu perdu dans l'existence, un peu paumé, un peu dépassé, un peu gêné par la non-maîtrise de ce qui se passe aussi, parce que c'est ce à quoi nous sommes confrontés tous les jours. Nous sommes dans une non-maîtrise, on n'est jamais dans un calendrier de choses prévisibles.
en Haïti. Et depuis quelque temps, il y a des choses qui étaient absolument prévisibles depuis beaucoup d'années, mais maintenant, on est arrivé à un point de désordre dans notre existence de société qu'on ne peut même plus les prévoir. Et on ne peut même plus prévoir le carnaval depuis quelque temps, alors qu'on sait combien tout le monde aime le carnaval et combien c'est une activité qui est au-dessus de la politique, au-dessus de beaucoup de choses. Mais là, c'est aussi parce que il y a trop de gens qui ont besoin d'être devant, qui ont besoin de paraître et qui ont besoin d'imposer leur point de vue aussi. Émilie, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter qu'il y ait au sein de ce pays d'autres Samuel, c'est-à-dire d'autres jeunes qui doivent laisser leur village, qui doivent venir à Port-au-Prince, être portefaix, être homme à tout faire? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour éviter qu'il y ait d'autres destins de ce type-là? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut faire quelque chose, mais je n'ai pas la recette, je n'ai pas la solution. J'imagine qu'il faudrait accorder plus de chances à certaines, enfin les mêmes chances, on va dire, à tout le monde, démocratiser l'accès à la culture, faire en sorte que tout le monde puisse avoir des moyens de subsistance. Là, ce sont des éléments très faibles, j'en ai conscience que j'avance, mais je ne sais pas, je ne suis pas une politique et je n'ai la prétention de rien. En tout cas, le bout du monde est une fenêtre, campe une image de la classe mulâtre en Haïti. C'est une image politique. Non, le bout du monde est une fenêtre, campe peut-être quelque part l'image d'une classe mulâtre, mais aussi d'autres personnes. Oui, oui. Moi, je n'aime pas, en même temps, je n'aime pas cette différenciation de noir, de mulâtre, etc. Pour moi, tout le monde est haïtien, nous avons la gueule que nous avons. Oui. Mais sauf que moi, je dis qu'avoir une complexion beaucoup plus foncée ou une complexion beaucoup plus claire ne doit et ne devrait pas être un faire-valoir. C'est ce que moi je défends. Mais cette affaire de noir, de mulâtre et tout, moi je ne sais même pas quand quelqu'un est mulâtre. Peut-être que j'ai vu trop de blanc. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, mais je constate, il y a un fait et que souvent on a plus de privilèges parce qu'on a une couleur de peau plus claire. Donc voilà, donc il faut qu'on sorte de ça. Mais à la place du complexe épidermique, à ton avis, qu'est-ce qui doit faire le faire-valoir? Qu'est-ce qui doit le constituer, si tu veux? Oh, ça peut être différentes choses. Ça peut être différentes choses. Le talent, par exemple, peut être un faire-valoir. Avoir du talent, avoir de la générosité et voilà, pouvoir se définir comme un être humain qui veut vivre, qui veut appartenir à une société et qui veut que cette société avance, qui cherche une forme d'égalité entre les hommes et les femmes. Ces choses-là peuvent être des faire-valoir. Mesdames et messieurs, le bout du monde est une fenêtre. Allez, respirez. De retour sur ce plateau, Délivrez-vous avec Émilie Prophète. On était en train de voir son dernier roman, Le bout du monde est une fenêtre. Et là maintenant, je m'en vais demander à Émilie, qu'est-ce que lire, Émilie? Lire, c'est prendre de la distance par rapport au mouvement, se retrouver seul avec soi-même, mais pénétrer dans un autre univers avec d'autres personnes, être dans le déplacement et dans l'enrichissement aussi, parce que quand on lit, on s'enrichit à divers niveaux. Donc, mais déjà pouvoir être dans une sorte de solitude, ça n'a pas de prix. Donc c'est cela, lire. Et c'est pour ça que je milite beaucoup depuis quelques années pour que le plus de personnes possible aient accès à la lecture, à la culture, parce que lire, c'est prolonger son existence et c'est aussi devenir dangereux. Quels sont les livres qui ont marqué ta vie de lectrice, Émilie? Quels sont les 5 livres qui ont marqué ta vie?
Il y a beaucoup de livres qui ont marqué ma vie, mais je consens à en citer 5. Quel serait le premier, tu vois, par ordre de valeur esthétique, littéraire? Oh, c'est très très difficile quand on a mon âge. Il y a eu beaucoup de livres et à des moments différents. En fait, les livres, ils veulent dire une chose à un moment précis de la vie d'une personne, de la vie d'une lectrice ou d'un lecteur. Mais les livres haïtiens, on commence par les livres haïtiens. J'ai été très très enrichie, j'ai beaucoup aimé, j'ai eu un moment d'émotion extrêmement rare quand j'ai lu L'espace de ciment de Jacques-Stéphane Alexis, le très grand Jacques-Stéphane Alexis. C'est le premier livre que tu recommandes aux téléspectatrices et téléspectateurs, L'espace d'un ciment, Jacques-Stéphane Alexis. Voilà, L'espace d'un ciment de Jacques-Stéphane Alexis est pour moi un incontournable. Et qu'est-ce que ça raconte ce roman pour les gens qui regardent et qui ne connaissent pas? Et justement, je parlais des 5 sens tout à l'heure, c'est un roman des 5 sens. Et là, c'est un livre fondateur pour moi de la littérature haïtienne, Jacques-Stéphane Alexis. Moi, je ne peux pas expliquer l'histoire de L'espace d'un ciment, mais c'est El Gaucho, ce mécanicien, et la Niña Estrellita dans ce bordel, cette rencontre de deux âmes et seul, un extraordinaire moment de littérature. Et j'ai aussi été merveilleusement frappée par les 5 lettres de Georges Castrat. Deuxième livre que Émilie Beaufait recommande, 5 lettres de Georges Castrat. 5 lettres de Georges Castrat qui est magnifique, un moment de poésie absolument extraordinaire. Je veux bien citer quelques vers. Ah ben oui, avec plaisir. Quels sont les vers que tu voudrais réciter? Quelquefois je redeviens mortel, mon amour, accessible, cherchant dans tes yeux le livre de tes yeux pour rattraper le soleil. Il n'y a pas de course. Voilà, magnifique texte de Georges Castrat. Et aussi dans les romans étrangers, je vais choisir 3 livres de 3 pays différents, et de l'Italie et Soi de Alessandro Baricco, qui est un magnifique conte extrêmement bien porté par Alessandro Baricco. Mais je dirais dans Soi, est-ce que tu n'as pas l'impression que les personnages évoluent dans un certain théâtre d'ombre? Oui, les personnages, on a du mal à voir, à toucher, à entendre les personnages. Moi, ce qui me reste de ce livre, c'est la voix de l'épouse d'Hervé Joncourt, le personnage principal du livre qu'on ne peut pas oublier. On peut oublier Alessandro Baricco, mais on ne peut pas oublier Hervé Joncourt. Et ça m'a extrêmement frappé, et c'est un livre qui transcende Soi de Alessandro Baricco, et c'est un tout petit livre. Je l'ai lu à un moment où je lisais de tout petits livres parce que je pensais que j'allais mourir. Mais je pensais que j'allais mourir, donc j'étais très pressée de finir mes lectures. Et là, je suis tombée sur Soi. Ça a été un moment d'émerveillement, un moment extraordinaire. Un livre qui se lit en 1 heure ou en 2 heures, mais qui vous reste. Et pourquoi pensais-tu que tu allais mourir, Émilie? Question indiscrète, mais je veux bien répondre. La beauté ne meurt pas, Émilie. Ben, je l'ai lu en 2004, à un moment où il y avait beaucoup d'assassinats, il y avait beaucoup de désordre, et j'entendais presque toutes les heures qu'on avait tiré sur une personne, qu'elle était morte, qu'on avait kidnappé quelqu'un, qu'il ne s'en était pas sorti. Et là, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'aurais plus de chance que cette personne? Donc j'étais pressée de vivre et pressée de consommer du beau, pressée de consommer de l'immortel, parce que j'étais en train de mourir. Donc, et peut-être que c'est Soi qui m'a sauvé la vie, parce qu'il y a des livres qui sauvent la vie. Donc voilà, j'ai lu Soi à cette période-là. Et aussi Céline, le plus grand écrivain français du XXe siècle. Qui est le plus grand écrivain français du XXe siècle, pas seulement français, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, avec Voyage au bout de la nuit, mais quelle leçon d'écriture
mais un langage parlé qui est mis en écriture, qui est mis en écriture, mais aussi un regard sur les choses, le droit d'être différent, quoi. Le droit d'être différent, le droit de ne pas aimer, de ne pas être d'accord, de ne pas être dans l'habit conventionnel. Extraordinaire. Et cette intelligence à dénoncer la guerre, à dénoncer l'horreur. Voilà, à dénoncer la guerre, avec tellement, c'est de toute méchanceté dans certains passages, d'une belle cruauté, mais magnifique œuvre de Céline. Et malheureusement, Céline a aussi écrit Bagatelle pour un massacre. Texte antisémite, toute sa vie il a été taxé d'antisémite. Oui, mais ce qui fait la beauté de Céline après toutes ces années, c'est parce que c'était un beau salopard. Ah oui. C'était un salopard de première. On le lit, on aime Voyage au bout de la nuit, mais en même temps, on a envie de lui donner des coups de pied à ce Céline. Et c'est justement parce qu'il soulève tellement d'émotions, de tout type d'émotions, les bonnes comme les mauvaises, que je pense que Céline est un écrivain énorme, surtout dans Voyage au bout de la nuit. Il y a une phrase de Céline que j'adore. Il écrit une lettre à François Mauriac. Il dit à Mauriac, et Dieu, c'est un truc fait pour mieux penser à soi-même et pour ne pas penser aux hommes. Quel est ton point de vue sur cette citation? Est-ce que tu vois Dieu de cette façon aussi? Moi, je ne vois pas Dieu du tout. Ah. Ouais, ça faut le faire. Céline, c'est un mec qui est capable de tout, mais en même temps, on sent qu'il a une envie de déranger. Et je pense que qu'il est aussi quelque part, c'est une forme de posture aussi. Et Céline aussi, c'est le plus grand témoignage que la littérature peut mener aussi loin qu'on veut ou qu'on peut. Donc c'est pour ça que pour moi, Voyage au bout de la nuit est une grande œuvre que tout le monde doit lire, et aussi parce que c'est une leçon d'écriture. Quatrième livre que Émilie Prophète propose, Voyage au bout de la nuit, Céline. Et quel est ton 5e livre, Émilie? Alors mon 5e livre, puisque j'ai choisi 3 pays, on va aller aux États-Unis et pour retrouver John Kennedy Toole avec La conjuration des imbéciles. Quel roman! Quel roman! Et quelle histoire pour cet écrivain qui s'est suicidé. Il avait 31 ans. Oui. Il avait 31 ans et... il s'est suicidé parce qu'il n'avait pas eu d'éditeur, justement. Parce qu'il n'avait pas eu d'éditeur. Il pensait être un écrivain médiocre. Bon, ça c'est le sacrifice ultime pour et au nom de la littérature. Il s'est tué parce que son livre n'a pas été pris par l'éditeur. Voilà, parce qu'il n'a trouvé aucun éditeur ayant accepté son livre. Donc, il s'est donné la mort. Et puis, le grand paradoxe américain, il a eu le prix Pulitzer posthume en 81. Il a eu le prix Pulitzer posthume, et c'est sa mère qui a été à la recherche d'un éditeur après son décès. Et sa mère a trouvé l'éditeur. Le livre a été publié et ce type remporte le plus prestigieux des prix littéraires aux États-Unis, le prix Pulitzer. Quand on obtient le prix Pulitzer, on est riche. Et vous savez, pour un écrivain, l'argent, c'est du temps. Ça veut dire que vous pouvez écrire tout le reste. Vous avez du temps aussi pour lire. Pour lire, c'est ça, l'argent c'est du temps. C'est du temps, vous avez du temps quand vous avez de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de courir un peu partout pour travailler. Donc voilà, il s'est suicidé. Et La conjuration des imbéciles est un livre gargantuesque. Tout est élargi, tout est caricaturé. Mais c'est aussi le personnage principal, Ignatius, je crois qu'il s'appelle. Oui, Ignatius, là, il est gros. Il a en horreur son époque, il déteste tout le monde. Il déteste tout le monde, à part Miss, une petite vieille qui est complètement débile. C'est son personnage préféré. Donc, tout est gargantuesque. Et puis, il y a un humour dans ce livre. On le lit, on rit, et il se moque du communisme, il se moque de tout. Donc voilà, La conjuration des imbéciles, un livre qu'il faut lire pour différentes raisons de John Kennedy Toole. Mais le personnage principal de ce roman, il est aussi un peu hypocondriaque, il est aussi dans cette idée de la vie, il est anti-nouveauté. Non, mais c'est un forcené. C'est un forcené qui est presque dangereux pour lui-même et pour les autres, et même pour sa mère. Un monsieur, il refuse de travailler, il mange beaucoup, voilà, c'est gargantuesque. Voilà, donc Ignatius, il est gargantuesque et c'est un roman absolument réussi. L'écrivain qui a aidé à la publication de ce roman, Walker Percy, il a dit que le personnage principal est un extraordinaire cochon. Voilà. Un Thomas d'Aquin pervers.
C'est un pauvre, voilà. Ouais. Il est dans toutes les outrances et il ne travaille pas. Il déteste travailler, il voudrait tout casser. Et il veut changer le monde, mais il faut que le monde soit à sa dimension. Ça veut dire un monde totalement inutile. Mais il dit aussi à un moment, je ne veux avoir des conversations qu'avec mes semblables. Donc du coup, je n'arrive pas à parler parce que je n'ai pas de semblable. Je n'ai pas de semblable. C'est aussi un mégalomane. C'est aussi un mégalomane décomplexé. Donc, et c'est ça qui est terrible. Il y a beaucoup de mégalomanes dans notre société. Et lui, c'est un mégalomane décomplexé. Cela dit, nous avons de plus en plus dans notre pays des mégalomanes décomplexés. Parce que c'est un pays où beaucoup de gens pensent qu'ils ont un destin national. Emily, pour une petite fille de 10 ans qui regarde cette émission, comment tu peux définir pour elle la mégalomanie? Ah, c'est une question difficile. Ouais. Je pourrais prendre des exemples de personnages, mais Ah oui. je vais me faire caillasser. Donc... Ce serait bien de prendre des personnages qui incarnent la mégalomanie. La mégalomanie, c'est comme cela qu'on pourrait expliquer cette envie de grandeur, mais à tout prix, de grandeur dans tous les sens du mot. Ce sont des gens qui se voient grands et qui pensent que tout le monde devrait les voir grands aussi. Donc c'est ça la mégalomanie. C'est ça dans une définition plus large. Donc c'est ça la mégalomanie en fait. Donc Emily Prophète, tu proposes aux amis, délivrez-vous 5 livres. Peux-tu les reprendre, s'il te plaît, les 5 titres de livres que tu recommandes? Voilà, d'abord L'espace d'un ciment de Jacques-Stéphane Alexis. Ensuite, Les 5 lettres de Georges Castra. Et puis, Soi de Alessandro Baricco, qui est un écrivain italien. Et Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, qui est un Français. Et La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, qui est un Américain. Emily Prophète, retour vers le bout du monde, qui n'est autre qu'une fenêtre. Voilà. Pourquoi une jeune fille de 17 ans doit-elle lire ce roman? Qu'est-ce qui, dans ce roman, peut faire écho à sa jeunesse et à sa candeur? Pourquoi une jeune fille de 17 ans devrait lire ce roman? Pour rien du tout, sans aucune raison, tout simplement parce qu'elle est curieuse, parce qu'elle aime lire, ou tout simplement parce que le titre lui plaît. Et comme Barthes, le lecteur, je répète après Barthes, les doigts du lecteur sont tellement infinis que c'est sans raison, surtout qu'un lecteur devrait lire un livre, ou tout simplement parce que elle a entendu dire dans cette émission que c'est un livre qui vaut le détour. Et aussi, en fait, une jeune fille de 17 ans devrait lire tout court, sans entendre mes conseils, sans entendre nos conseils. Donc, comme c'est moi qui ai écrit ce livre, une jeune fille de 17 ans devrait le lire tout simplement parce qu'elle va découvrir Suzanne. Petit village, magnifique en Haïti. Voilà. C'est déjà ça aussi la lecture, Emily, cette possibilité de voyager. Voilà, une possibilité de déplacement à l'intérieur de son pays, mais aussi dans d'autres mondes. Dans d'autres mondes qui sont proposés, parce que même quand dans d'autres mondes, d'autres univers, mais pas l'univers terrestre qui est extérieur à son pays, extérieur à l'île, mais dans l'univers des gens. Pour connaître l'univers de Marcel, l'univers de Madeleine, l'univers de Rose, l'univers de Lila. Parce que c'est ça qui est intéressant dans la lecture, en fait. On se retrouve dans l'univers des autres. On entre par effraction dans l'univers des autres. Parce qu'il suffit de créer le personnage pour que le personnage, il existe et deviennent absolument immortels. Et c'est pour ça que certains écrivains, pas moi, ont le complexe de Dieu. Ça veut dire que vous êtes capable de créer cette immortalité aussi, un univers, un monde qui ne va jamais disparaître. Le monde de Madame Bovary, par exemple, c'est un monde qui ne va jamais disparaître. Quand on lit, peu importe l'auteur qu'on lit, au-delà du fait qu'on découvre un lieu, aussi des cultures que nous ne connaissons pas, que nous sommes toujours enchantés de connaître, on est dans l'univers des gens et c'est des univers tout simplement humains qui sont au-delà de la race, au-delà de la culture. On se retrouve avec des gens qui ont des sentiments que nous savons avoir aussi.
Donc voilà, donc on se retrouve à travers les autres et ça c'est le privilège de la lecture, être absolument ouvert et permettre aux autres de pénétrer aussi dans votre univers. Parce qu'il y a ça aussi, cette donnant-donnant. Vous entrez dans l'univers des gens, mais les gens aussi entrent dans votre univers parce que quand vous avez fini de lire un livre, que vous l'ayez aimé ou pas, vous n'êtes plus le même. Ça, c'est vrai. Donc, celui qui ne lit pas, celui qui n'a jamais lu de sa vie, qu'est-ce qu'il perd, Emily Prophète? Ben, il est tout seul. Il Déjà, est tout seul. Une raison pour lire, mesdames et messieurs. Voilà, il est tout seul. Donc, il ne connaît pas grand monde et il n'y a pas grand monde qui le connaisse aussi. Donc, des fois, c'est dur d'être un anonyme. Donc, alors que quand on lit, moi, quand je lis, ça me donne de la force. De même que quand j'écris aussi. Et là, on dépasse certaines choses, on dépasse une certaine actualité, on dépasse la misère, on dépasse beaucoup de choses quand on lit. Voilà. Emily, on va de ce fait regarder ensemble une jeune personne qui s'appelle Roselande, qui, c'est le principe même de l'émission, vous avez cette possibilité de nous envoyer des vidéos ou vous présenter des livres que vous avez aimés. Alors Roselande Gentil, qui étudie la linguistique, nous a envoyé une vidéo qu'on va regarder ensemble. Avec plaisir. Salut, je suis Roselande Gentil et je vais vous présenter La Maudite de Guy Descartes. Guy nous raconte l'histoire de Claude de Varèse, une jolie jeune fille élevée comme un garçon par un père despotique et une servante trop protectrice qui n'aime pas du tout les médecins. Claude adore monter à cheval et c'est une jeune fille très réservée. Séparée du seul ami qu'elle a pu se faire durant son enfance, son adolescence a été bouleversante à cause de sa sexualité, car avec son corps de femme, elle avait en fait un sexe masculin. En fait, elle était une hermaphrodite. Au début, elle se prenait pour une homosexuelle parce qu'elle était attirée par Mariette, une jeune fille qui travaille dans sa propriété et qui d'ailleurs est devenue sa maîtresse. Pour mieux comprendre ce qui lui arrivait, elle a beaucoup lu et a décidé de voir un médecin afin de se faire opérer pour être définitivement un homme. Entre-temps, il y a Georges. Georges, son ami d'enfance, qui est revenu d'Angleterre avec sa jeune et jolie épouse et qui compte présenter à Claude de Varèse sa jeune femme. Cette dernière tombe éperdument amoureuse de la femme de son ami et voilà, tout se bascule et se retourne en meurtre. Je vous laisse le soin d'aller découvrir la fin de cette belle histoire par vous-même. N'oubliez pas le titre, c'est La Maudite de Guy Descartes. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau, délivrez-vous. Roselande Gentil qui vient de nous présenter Guy Descartes, sa lecture de la semaine. Et n'arrêtez pas de lire, mesdames et messieurs. Quand vous avez fini de lire, faites-vous filmer par votre téléphone disposé à l'horizontale et envoyez-nous une petite vidéo de 2 minutes, de 3 minutes, d'1 minute où vous présentez votre lecture. Emily Prophète, de retour donc, Le bout du monde est une fenêtre, le texte est en librairie. Oui. Quelle librairie Oh, toutes les librairies, il n'y en a pas des masses. Hein? Ah ouais. Le texte est disponible en Haïti, à la Pléiade, j'imagine. Le texte est disponible à l'étranger. Il est disponible en version numérique aussi. Version numérique aussi. Et le texte a été édité chez Mémoire d'un crié, qui est définitivement ton éditeur. Mon éditeur historique. Emily Prophète, une phrase avant la mort. Si on te dit une phrase, quelle serait cette phrase? Oh là là, vous avez de ces questions compliquées. Et parce que moi, je n'ai pas l'intention de mourir, pas tout de suite. Pas tout de suite. Et ça pourrait être un incipit de livre que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, Salammbô de Flaubert. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Voici une nouvelle de Flaubert qu'on ne connaît pas très bien. On est perdu dans Madame Bovary, mais Salammbô, mais quel texte, quelle écriture. Une écriture épique. Salammbô est un livre absolument magnifique. Et quelle serait cette phrase avant la mort, Emily? Oh, je ne sais pas. Comme je ne peux pas dire parce que je n'y ai pas pensé avant, comme je n'ai pas envie de mourir. Mais je sais qu'il y a un certain nombre de livres avec lesquels j'aimerais partir. Ce que j'ai cité tout à l'heure, et aussi Le dernier jour du condamné de Victor Hugo, qui
qui est un livre extraordinaire, mais magnifique. Donc, et si on te dit un mot, quel est le mot que tu aimes, un mot que tu adores particulièrement? Y a-t-il un mot que tu aimes en français? Silence. J'aime beaucoup le mot silence. Emily Prophète, ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Pour moi aussi, donc il faut que j'écrive beaucoup de livres pour revenir. On va toujours te recevoir. Il faut que j'aie une actualité, comme on dit. Merci beaucoup, Emily Prophète. Ça m'a fait plaisir. Et merci à l'équipe qui a réalisé cette émission, l'équipe technique qui nous a donné un gros coup de main. Merci à vous de suivre cette émission. N'arrêtez pas de lire. Lisez 7 fois, 77 fois. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.